Tout a basculé quand la tentative de coup a été déjouée. Le ministre de la Sécurité affirme que le plan couvait depuis 2023 avec des aveux filmés, des noms cités et une piste financière qui traverse l'exil au Togo, puis s'étire jusqu'à la Côte d'Ivoire. Cette mécanique de pouvoir autour d'Ibrahim Traoré éclaire la manière dont une menace peut s'installer, puis être racontée et interprétée. Derrière l'annonce d'un montant évoqué, la question n'est pas seulement celle d'un complot, mais celle d'une sécurité fracturée, d'alliances régionales sous tension et d'un récit international qui peut minimiser, amplifier ou encore déformer l'événement. À partir des éléments rendus publics par les autorités, il s'agit d'examiner comment un projet clandestin peut se structurer sur plusieurs années, mobiliser des relais civils et militaires, puis chercher des appuis financiers hors des frontières nationales. En filigrane, l'affaire pose aussi la question de la confiance. Confiance dans les institutions, dans les dispositifs de sécurité et dans la capacité de l'État à prévenir des ruptures violentes. Le cas d'Ibrahim Traoré sert ici de repère central, non comme figure isolée, mais comme point de convergence d'intérêts opposés, internes et externes. Comprendre ces enjeux permet d'éviter deux pièges fréquents, le sensationnalisme rapide et le déni silencieux. Les autorités burkinabées affirment que le complot récemment déjoué n'est ni improvisé ni isolé, mais qu'il s'inscrit dans une préparation amorcée dès 2023. Selon les informations officiellement diffusées, des aveux filmés ont été rendus publics par la télévision d'État montrant un intermédiaire civil reconnu, présenté comme un notable âgé, admettant son rôle de liaison entre des acteurs militaires, politiques et financiers. Il ne s'agit plus d'une rumeur sécuritaire, mais d'un enchaînement documenté reliant plusieurs espaces. Le Burkina Faso, le Togo où vit en exil un ancien dirigeant de transition et la Côte d'Ivoire évoqués comme point de collecte de fonds. Un montant précis, environ 70 millions de francs CFA, est cité comme apport initial avec l'hypothèse d'autres flux non détaillés publiquement. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme la cible directe d'un projet qui dépasserait la simple prise de pouvoir. Les autorités parlent d'une hypothèse incluant une tentative d'assassinat, suivie d'une phase de déstabilisation plus large exploitant l'action de groupes armés actifs dans le pays. Cette articulation entre complot interne et menaces insurgées constitue un élément central du discours officiel. Le cadre régional renforce encore les enjeux. Les relations déjà sensibles entre États voisins, les accusations récurrentes d'abriter des réseaux hostiles et la compétition d'influence internationale créent un arrière-plan complexe. Comprendre ce contexte est indispensable pour mesurer la portée réelle de l'affaire, au-delà de l'événement immédiat. Le personnage guide mis en avant par les autorités est celui de l'intermédiaire civil présenté dans les aveux télévisés. Décrit comme un notable âgé supposé bénéficier d'un capital de respectabilité, il aurait servi de courroie de transmission entre plusieurs cercles distincts. Son rôle, tel que exposé officiellement, consistait à établir des contacts, transmettre des messages et faciliter des échanges financiers sans attirer l'attention immédiate des services de sécurité. Ce choix n'est pas anodin. Un acteur perçu comme peu ambitieux politiquement peut circuler plus librement, franchir des frontières et rencontrer des interlocuteurs variés sans éveiller de soupçons excessifs. Selon le récit gouvernemental, cette position aurait permis de relier des militaires encore en fonction, des civils influents et des figures politiques en exil tout en maintenant une apparence de normalité. L'impact précoce de cette stratégie se mesure moins en actes visibles qu'en lente érosion de la confiance interne. Pour Ibrahim Traoré, cette configuration révèle une vulnérabilité structurelle plutôt qu'un simple danger ponctuel. Elle suggère que le risque ne provient pas uniquement de groupes armés identifiés, mais aussi de réseaux hybrides capables de s'insérer dans le tissu social et administratif. L'affaire met en lumière la difficulté à distinguer au quotidien les interactions ordinaires des manœuvres clandestines. La diffusion des aveux, la désignation de rôles précis et l'évocation de montants financiers ont rapidement déplacé la discussion de la rumeur vers la responsabilité institutionnelle. La question devient alors plus concrète. Comment prévenir des menaces qui progressent lentement sans provoquer une paralysie ni une suspicion généralisée? Tout s'inscrit dans une séquence. Elle commence par la préparation, monte en intensité, puis laisse des effets durables. Le point de départ se situe en 2023, année à partir de laquelle le complot aurait commencé à prendre forme. Des contacts discrets sont alors établis entre un ancien dirigeant de transition vivant en exil, des intermédiaires civils et des acteurs
demeurent encore insérés dans les structures étatiques. Rien n'est public et le projet progresse lentement, protégé par le temps et la fragmentation des rôles. Le deuxième temps correspond à la montée en intensité. Selon les aveux diffusés, l'intermédiaire central multiplie les déplacements, notamment vers la Côte d'Ivoire, pour sécuriser des ressources financières. Un montant d'environ 70 millions de francs CFA est évoqué comme une première enveloppe destinée à rémunérer ou à activer des participants clés. Cette phase marque un basculement. Le complot ne relève plus seulement de discussions ou d'intentions, mais d'une opération dotée de moyens concrets. C'est également à ce moment que des liens plus explicites auraient été tissés avec des éléments armés capables d'exploiter une situation de chaos. Le moment le plus tendu intervient lorsque les services de renseignement affirment avoir intercepté et surveillé les communications entre les différents acteurs. Plutôt que d'intervenir immédiatement, les autorités expliquent avoir choisi de documenter l'ensemble du réseau afin d'en comprendre l'architecture complète. L'hypothèse évoquée inclut une tentative d'assassinat visant directement Ibrahim Traoré, suivie d'une attaque contre une infrastructure militaire stratégique présentée comme essentielle à la lutte contre les groupes insurgés. Cette combinaison devait, selon le récit officiel, affaiblir la capacité de réaction de l'État et ouvrir une fenêtre d'instabilité. La révélation publique marque la fin de cette phase critique. Les aveux télévisés, la confirmation ministérielle et la mise en avant d'éléments factuels transforment une opération clandestine en affaire nationale. Le complot est officiellement déclaré déjoué et l'attention se déplace vers l'identification des responsabilités et des soutiens extérieurs. Ce moment constitue aussi un signal adressé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le pouvoir veut montrer qu'il contrôle la situation et qu'il dispose d'informations détaillées. Les suites, enfin, se manifestent sur plusieurs plans. Sur le plan interne, l'affaire alimente des interrogations sur la loyauté de certains segments de l'appareil sécuritaire. Sur le plan régional, elle ravive des tensions latentes avec des États voisins déjà accusés par le passé de servir de base arrière à des tentatives de déstabilisation. Sur le plan international, elle ouvre une bataille de récits où les mêmes faits peuvent être présentés comme une menace existentielle ou comme un prétexte à durcir le pouvoir. Il s'inscrit dans une dynamique longue où le temps, l'argent et les alliances jouent un rôle aussi déterminant que les armes. C'est cette continuité, plus que l'acte final, qui en fait un enjeu stratégique majeur. Le discours officiel s'appuie sur un nombre limité d'éléments chiffrés présentés comme des repères plutôt que comme une comptabilité exhaustive. Un premier repère concerne la durée. Les autorités indiquent que la préparation du complot aurait commencé en 2023, ce qui implique une gestation sur plusieurs années. Cette temporalité longue suggère une organisation patiente, fondée sur l'accumulation progressive de contacts et sur la consolidation de la confiance entre acteurs, plutôt que sur une action improvisée. Un autre repère concerne les ressources financières. Un montant d'environ 70 millions de francs CFA est cité comme une somme collectée lors d'un déplacement en Côte d'Ivoire. Présentée comme un apport initial, cette somme est décrite comme destinée à rémunérer des participants et à couvrir des besoins logistiques. Les autorités précisent que ce chiffre ne représenterait pas l'intégralité des fonds mobilisés, mais un jalon identifiable dans un circuit financier plus large. L'intérêt de ce chiffre réside moins dans son volume absolu que dans sa fonction. Il matérialise le passage d'une intention politique à une opération financée. Un dernier repère concerne les rencontres. Les aveux télévisés évoque au moins 2 réunions distinctes entre l'intermédiaire civil et un ancien dirigeant de transition en exil. Ces rencontres, espacées dans le temps, sont présentées comme des moments de validation stratégique. Elles permettent de situer le complot dans une séquence répétée et non dans un échange ponctuel. Cette répétition renforce l'argument selon lequel le projet aurait été suivi, ajusté et maintenu actif sur la durée. Ces chiffres, pris isolément, restent modestes. Ensemble, ils dessinent toutefois une structure cohérente. Une préparation sur plusieurs années indique une vision à long terme. Un financement identifié, même partiel, montre l'existence de relais opérationnels. Des réunions répétées signalent une coordination assumée.
Pour les autorités, cette combinaison suffit à qualifier la menace de sérieuse, même en l'absence d'une liste complète de transactions ou de participants. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré est intégrée comme point de référence central. Les autorités expliquent que la cible du complot n'était pas seulement une personne, mais une architecture sécuritaire construite autour de sa direction. Les chiffres servent alors à étayer un raisonnement. Un projet de cette durée, doté de moyens financiers et de relais humain viserait nécessairement à produire un choc systémique plutôt qu'un simple changement de leadership. Il est également notable que les autorités se limitent volontairement à ces quelques données. Aucun calendrier précis d'exécution n'est rendu public. Aucun chiffre global sur le nombre de participants n'est avancé. Cette retenue est présentée comme une mesure de prudence destinée à protéger des enquêtes en cours et à éviter de divulguer des méthodes de renseignement. Pour le public, elle crée une zone d'incertitude où l'évaluation de la menace repose sur des indices partiels. Ainsi, les preuves quantifiées jouent un rôle précis. Elles structurent le récit sans le saturer. Elles permettent de passer d'une affirmation générale à une démonstration minimale, tout en laissant ouvertes des questions clés sur l'ampleur réelle du réseau et sur ses soutiens extérieurs. C'est dans cet espace, entre chiffres connus et données absentes, que se construit la compréhension actuelle de l'affaire. Deux arguments principaux sont avancés par les voix sceptiques face au récit officiel. Un premier soutient que les autorités auraient intérêt à amplifier la menace afin de justifier un resserrement du contrôle sécuritaire. Selon cette lecture, la mise en scène d'aveux télévisés et la communication progressive d'informations serviraient à légitimer des purges internes ou à réduire l'espace de contestation politique sous couvert de sécurité nationale. Ce type d'argument s'appuie sur des précédents régionaux où des tentatives de coup ont été invoquées pour consolider un pouvoir déjà fragile. Un autre argument met en doute la solidité des preuves rendues publiques. Les sceptiques soulignent que les chiffres communiqués restent limités, que les réseaux financiers décrits ne sont pas documentés de manière exhaustive et que certaines accusations à dimension régionale ou internationale reposent davantage sur des soupçons que sur des démonstrations irréfutables. Dans cette perspective, l'affaire relèverait d'un mélange d'éléments réels et d'interprétations politiques difficilement séparables à court terme. Ces deux thèses méritent d'être prises au sérieux car elles répondent à une logique de prudence face au discours sécuritaire. Toutefois, le contre-argument avancé par les autorités repose sur plusieurs points factuels. D'abord, la temporalité longue du complot remontant à 2023 réduit l'hypothèse d'une réaction improvisée. Ensuite, la diffusion d'aveux nominatifs, même controversés, engage la responsabilité de l'État et l'expose à des contestations juridiques futures, ce qui limite l'intérêt d'une fabrication totale. Enfin, la cohérence entre les éléments cités, durée, rencontres répétées et flux financiers identifiés confère une certaine crédibilité à l'ensemble. Le cœur du débat ne se situe donc pas entre vérité absolue et manipulation pure, mais dans l'évaluation du degré de menace. Les autorités soutiennent qu'une menace partiellement documentée peut suffire à justifier une action préventive, tandis que les sceptiques exigent un niveau de preuve plus élevé avant toute conclusion politique lourde. Cette tension est classique dans les contextes de sécurité. Dans le cas d'Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la personne. Il touche à la capacité d'un État à réagir face à des signes discrets sans basculer dans l'excès. Le désaccord porte moins sur l'existence d'un complot que sur la manière d'en mesurer la portée et d'y répondre proportionnellement. Les autorités insistent sur le fait que la tentative d'échouer révèle une capacité à connecter des sphères qui, en temps normal, restent séparées. Civils respectés, militaires en activité, figures politiques en exil et circuits financiers régionaux auraient été articulés dans un même schéma, discret mais cohérent. Ce déplacement du regard modifie la compréhension de la menace. Si le danger était uniquement militaire, il relèverait d'une logique de force classique. Or, ce qui est mis en avant ici, c'est une hybridation des moyens. Le complot aurait reposé sur la lenteur, la confiance sociale et la banalité apparente des échanges.
Assange. Cette approche rend la détection plus difficile et brouille les frontières entre sécurité intérieure, diplomatie et justice. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une cible isolée que comme un nœud symbolique. Le projet dénoncé viserait à fragiliser une architecture de pouvoir et de coopération régionale en créant une rupture brutale suivie d'un vide stratégique. Un point devient alors évident, la question centrale n'est pas seulement qui a agi, mais comment un tel agencement a pu durer. La question centrale n'est pas seulement qui a agi, mais comment un tel agencement a pu durer. Ce constat oblige à déplacer le débat public. La discussion ne peut plus se limiter à l'échec ou au succès d'un coup, mais doit porter sur la résilience des institutions face à des menaces lentes, transversales et difficilement visibles. Les répercussions de l'affaire se déclinent différemment selon les acteurs concernés, mais elles convergent vers une même question de stabilité. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La révélation d'un complot structuré sur plusieurs années oblige à réexaminer les mécanismes de contrôle interne, en particulier dans les secteurs de la sécurité et du renseignement. La priorité devient la restauration de la confiance opérationnelle, sans provoquer de rupture fonctionnelle. Dans ce cadre, l'autorité centrale cherche à démontrer qu'elle peut neutraliser une menace complexe tout en maintenant la continuité de l'action publique. Du côté des acteurs économiques, l'impact est plus indirect mais tout aussi réel. Les entreprises, locales comme partenaires extérieurs, observent attentivement la capacité du pays à contenir les risques politiques. Un complot avéré, même déjoué, rappelle la fragilité de l'environnement et peut influencer les décisions d'investissement à court et moyen terme. La visibilité d'une réponse coordonnée, fondée sur des éléments factuels, devient alors un signal clé pour limiter l'effet de prudence excessive ou de retrait anticipé. Pour les citoyens, la conséquence principale est psychologique et sociale. La diffusion d'aveux télévisés, l'évocation de complicités internes et la mise en cause de réseaux transfrontaliers alimentent à la fois l'inquiétude et la vigilance. Une partie de la population peut y voir la preuve d'une menace permanente, tandis qu'une autre s'interroge sur la solidité des institutions. Dans ce contexte, la communication officielle joue un rôle central pour éviter que la peur ne se transforme en défiance généralisée. À l'échelle régionale, enfin, l'affaire ravive des tensions latentes. Les accusations répétées de bases arrières, de financements extérieurs ou de tolérance implicite pèsent sur les relations diplomatiques. Même en l'absence de preuves publiques détaillées contre des gouvernements voisins, la simple récurrence de ces soupçons complique la coopération sécuritaire. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension régionale est déterminante car elle conditionne la capacité du Burkina Faso à agir dans un environnement déjà marqué par des crises multiples. Ces 4 niveaux, État, économie, société, région, montrent que les conséquences dépassent largement le cadre d'un épisode sécuritaire. Elles dessinent un paysage où chaque décision prise après la révélation du complot peut renforcer la résilience ou au contraire accentuer les fragilités existantes. La question devient alors simple mais lourde de sens. Il s'agit de transformer un danger déjoué en consolidation durable sans alimenter de nouvelles lignes de fracture. Les autorités poursuivent les enquêtes, limitent la communication à des points vérifiables et renforcent discrètement les mécanismes de sécurité interne. Dans une première issue, les révélations servent de catalyseur pour améliorer la coordination sécuritaire, clarifier les responsabilités institutionnelles et renforcer la coopération régionale sur des bases juridiques plus explicites. Les partenaires voisins, soucieux d'éviter une détérioration durable, privilégient des canaux de dialogue et de vérification. Dans ce cadre, la capacité de l'État à démontrer la solidité de ses procédures peut restaurer une partie de la confiance interne et externe. L'épisode devient alors un point de bascule vers une gouvernance sécuritaire plus transparente. Les accusations croisées s'intensifient, les preuves restent partielles et la bataille de récit prend le pas sur les mécanismes institutionnels. Des mesures perçues comme excessives alimentent la contestation, tandis que les tensions régionales se durcissent. Dans ce contexte, l'incertitude prolongée peut fragiliser l'environnement économique et accentuer la polarisation sociale. Le risque n'est pas un événement brutal immédiat, mais une érosion lente de la confiance collective. Ces issues peuvent se mêler selon les choix effectués. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de maintenir un équilibre entre vigilance et proportionnalité afin que la réponse à la menace ne produise pas ses propres effets déstabilisateurs. Il devient surtout nécessaire d'éviter une lecture binaire
binaire et de suivre l'évolution des signes au fil du temps. Il s'agit d'éviter une lecture binaire, succès ou échec, et de privilégier une analyse continue des signes. Sur plusieurs mois, l'ajustement du discours, des procédures et des alliances pèsent souvent plus qu'une démonstration de force ponctuelle. Pour le public, l'affaire ne reste pas abstraite. Elle se traduit d'abord par une modification du climat quotidien. Lorsque des complots de long terme sont évoqués publiquement, la perception de la sécurité évolue, même sans événement visible. Les citoyens ajustent leurs attentes vis-à-vis de l'État Sankyo, oscillant entre la demande de protection accrue et la crainte d'un contrôle excessif. Cette tension influence la manière dont l'information est reçue, discutée et partagée dans l'espace public. Un premier groupe concerné est celui des jeunes urbains, très exposés aux récits circulant sur les réseaux sociaux. Pour eux, la coexistence de versions contradictoires peut renforcer la méfiance envers toute parole institutionnelle. Dans ce contexte, la clarté des messages officiels devient essentielle pour éviter que l'incertitude ne se transforme en désengagement civique. Un second groupe est constitué des populations vivant dans des zones déjà fragilisées par l'insécurité. Pour ces citoyens, chaque annonce liée à un complot ou à une tentative de déstabilisation réactive un sentiment de vulnérabilité indépendamment de la réussite ou de l'échec du projet. Un troisième ensemble concerne les acteurs de la société civile, journalistes, associations, leaders communautaires. Leur rôle devient plus délicat. Ils doivent relayer l'information sans amplifier la peur tout en conservant une capacité critique. La gestion de cette affaire les place face à un dilemme: soutenir la stabilité ou questionner les méthodes sans alimenter la polarisation. Dans cette équation, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point de focalisation. Pour certains, elle incarne une promesse de rupture et de fermeté. Pour d'autres, elle concentre les inquiétudes liées à la personnalisation du pouvoir. Ce clivage influence directement la réception des décisions prises après la révélation du complot. À l'échelle individuelle, deux gestes comptent. D'une part, privilégier les informations confirmées plutôt que les interprétations hâtives. D'autre part, maintenir des espaces de discussion apaisés, capables d'intégrer le doute sans céder à la peur. Ces choix modestes contribuent, cumulés, à renforcer la résilience collective face à des situations où la vérité se construit progressivement. Les autorités indiquent que les éléments rendus publics doivent être suivis de procédures formelles afin de qualifier les faits et d'établir les responsabilités individuelles. Cette phase vise à inscrire la réponse dans le droit plutôt que dans l'exception permanente. Elles évoquent aussi un renforcement des mécanismes de contrôle fondés sur des audits ciblés et une clarification des chaînes de responsabilité. L'objectif affiché n'est pas une purge généralisée, mais une meilleure traçabilité des décisions et des communications sensibles. Cette approche est présentée comme un moyen de réduire les zones grises où des réseaux clandestins peuvent s'installer durablement. Face aux soupçons visant des espaces voisins, l'idée est de demander des clarifications, d'activer des accords existants et, si nécessaire, de solliciter des mécanismes de coopération judiciaire. Cette option est décrite comme plus lente, mais plus stable que l'escalade verbale ou symbolique, car elles reconnaissent que la gestion de l'information conditionne l'adhésion sociale et qu'il faut distinguer clairement faits établis et hypothèses en cours. Fournir des points réguliers, limiter les annonces contradictoires et distinguer clairement faits établis et hypothèses en cours deviennent des repères de crédibilité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme garant de la cohérence globale de la réponse plutôt que comme unique décideur opérationnel. Chaque action gagne à être évaluée selon des critères simples: réduire les risques identifiés, maintenir la stabilité institutionnelle et préserver les libertés fondamentales. Réduction des risques identifiés, maintien de la stabilité institutionnelle et préservation des libertés fondamentales. Cette logique de suivi vise à éviter que la réponse à la menace ne génère elle-même de nouvelles fragilités. Le récit revient naturellement vers le personnage discret du début, cet intermédiaire âgé dont la respectabilité apparente a servi de passerelle entre des mondes séparés. Son image, diffusée à la télévision, agit comme un miroir inconfortable. Elle rappelle que les menaces les plus sérieuses ne portent pas toujours d'uniforme ni de signes visibles. Ce rappel donne une dimension humaine à une affaire souvent décrite en termes abstraits de sécurité et de géopolitique. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré prend une tonalité différente.
Elle n'est plus seulement associée à un poste ou à une fonction, mais à une tension permanente entre protection et exposition. Être la cible d'un projet de long terme signifie évoluer dans un environnement où chaque relation peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Cette réalité pèse autant sur les décisions que sur la perception publique du pouvoir. L'émotion qui s'en dégage n'est ni la peur brute ni le triomphalisme. Elle se situe dans un registre plus subtil, celui de la vigilance partagée. L'affaire suggère que la stabilité ne dépend pas uniquement de la neutralisation d'un complot, mais de la capacité collective à reconnaître les signes discrets avant qu'ils ne deviennent des ruptures visibles. Le visage de l'intermédiaire, loin d'être anecdotique, devient alors un symbole de cette zone grise. On pourrait résumer ainsi: la sécurité commence là où la confiance aveugle s'arrête. Ce constat simple mais lourd de sens prépare la transition vers une question plus large, tournée vers l'avenir et vers le rôle de chacun dans la compréhension de ces événements. La conclusion ne se veut ni injonction ni verdict. Elle invite plutôt à replacer cette affaire dans une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés traversent les périodes d'incertitude. Les complots déjoués, qu'ils soient avérés ou partiellement documentés, fonctionnent souvent comme des révélateurs. Ils exposent des lignes de fracture existantes, mais aussi des capacités de résistance parfois sous-estimées. À ce titre, l'épisode analysé ici dépasse le cadre d'un événement sécuritaire ponctuel. Sur le plan symbolique, la situation interroge le rapport entre pouvoir, information et responsabilité. Lorsque des autorités choisissent de rendre publics certains éléments, elles engagent non seulement leur crédibilité, mais aussi la maturité du débat collectif. Le public, de son côté, est confronté à un choix implicite: consommer l'information comme un spectacle anxiogène ou l'intégrer comme matière à réflexion critique. Ce choix conditionne la qualité de l'espace civique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence plus que comme une fin en soi. Ce qui importe, au-delà de sa personne, c'est la manière dont les institutions qu'il incarne résistent aux pressions internes et externes sans se refermer sur elles-mêmes. La solidité d'un système se mesure souvent dans ces zones intermédiaires, ni totalement visibles, ni entièrement cachées. C'est dans cette capacité à discuter, à nuancer et à questionner collectivement que se joue à long terme la véritable résilience.